Bonsoir à tous. Je vais faire circuler le micro dans la salle. Étant donné que vous êtes très très nombreux ce soir, je vous demanderai d'être court dans vos interventions et vos questions. Qui veut commencer à prendre la parole ? Le premier, c'est... Ah, voilà. Oui. Jusqu'à présent, c'est dans la loi NOTRe, c'est les régions qui pilotent l'économie locale. Et pourtant, les métropoles ont une certaine autonomie. Actuellement, il y a l'État qui faisait à travers des pôles de compétitivité quelques liens transversaux, notamment le pôle de compétitivité haut qui est à Montpellier et qui est représenté aussi à Toulouse. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des secteurs d'économie sur lesquels des synergies sont jouables? Et quelle est surtout la place des collectivités territoriales, des différentes institutions, pour favoriser les initiatives des acteurs locaux? Est-ce qu'on prend plusieurs interventions ou vous souhaitez que on va prendre une première série de questions peut-être? Non, je disais prendre plusieurs interventions parce que je ne sais pas répondre à cette question. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais deux ou trois choses à dire. D'abord sur les dernières cartes. Dans les cercles qui sont là, tu as dit que c'était l'hôtellerie et la restauration et tu as associé immédiatement au tourisme. Alors je pense que dans l'hôtellerie et la restauration sur l'aire urbaine de Toulouse, il y en a une grande part qui est liée à la vie économique, à la vie industrielle, quand on regarde les fréquentations. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, cette carte, parce qu'elle est en valeur absolue, alors que les autres sont en pourcentage. Et si on avait les chiffres de pauvreté, de revenus en valeur absolue, on les a. On n'a pas du tout la même image. Moi, c'est le grand reproche que je fais aux cartes d'Hervé Lebras, par exemple, c'est d'être toujours en pourcentage et qu'on n'a pas la valeur absolue. On ne voit pas les choses de la même façon. Alors, les deux sont à mettre côte à côte. Voilà. Oui, mais ramené à une échelle, je pense que si on le faisait en hiérarchie, ça serait en valeur absolue des cercles proportionnels. Et voilà. Hein. Voilà. Voilà. Donc, autre dernier point là, sur des questions sur les trajectoires urbaines. Moi, j'étais étudiant à Montpellier en 1963, donc avant le président, qui était à Toulouse à ce moment-là. Je pense qu'une grande partie du succès de Montpellier vient des déboires de Marseille. Et que Georges Frêche a pu capter un certain nombre d'investissements et d'investisseurs qui étaient complètement désappointés par le pastis marseillais. Voilà. Bon. Ça a été un élément et il a su jouer très habilement. Alors, sur ce que tu as dit en matière de réforme territoriale, tu nous as bien dit qu'effectivement, je suis d'accord, que l'idée, c'était de faire un nouveau couple interco-région. Le problème, c'est que dans le couple, il y a un troisième larron, c'est le département, qui se radicalise au sens radical de gauche, et qui n'a pas dit son dernier mot. Mais je crois qu'il va falloir réviser ce que l'on met sous le mot de département. Le département, c'est d'abord une unité territoriale. Et l'État, dans sa réforme, dit c'est dans le cadre départemental que je vais réorganiser une partie de mes services déconcentrés. Et le département, c'est aussi le conseil départemental. Alors là, il va falloir apprendre à distinguer, parce qu'au fond, est-ce qu'un des meilleurs moyens de faire disparaître le département, c'est pas de le priver d'un certain nombre de ses fonctions, ce qu'a fait Renzi en Italie, c'est-à-dire, par exemple, si on renationalise l'attribution du RSA, comme il en est fortement question, qu'est-ce qui restera du département? Donc voilà, il me semble qu'il faut réfléchir là-dessus. Ensuite, sur les métropoles. Les métropoles, c'est vrai qu'il y a des métropoles de statuts différents. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi dans la loi sur les métropoles, en dehors de ce que tu as appelé la principauté lyonnaise, l'État a imposé un redécoupage des territoires métropolitains pour le Grand Paris et pour l'aire métropolitaine ex-Marseille. Pourquoi il a laissé en l'état des intercommunalités des métropoles comme la nôtre, dont chacun sait que la communauté urbaine qui couvre 37 communes, ne correspond pas à la réalité métropolitaine. Pourquoi l'État n'a pas saisi cette opportunité? Alors je sais qu'il y a beaucoup de raisons, pour reconfigurer des métropoles en fonction des réalités
géographique et socio-économique. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas des métropoles à deux vitesses, mais par la volonté du pouvoir central? Et enfin, une dernière question. Les régions qui fusionnent et les autres, est-ce qu'on ne crée pas, toi qui as écrit sur l'égalité des territoires, à partir du 1er janvier prochain, des régimes de croisière différents? Au fond, on a des régions qui ne sont pas redécoupées, mais qui vont pouvoir faire fonctionner, avec leurs nouvelles attributions, les services dans la continuité de ce qui existait avec de nouvelles compétences, et des régions qui vont être fortement handicapées pendant un certain temps, puisque en dehors de la gestion de leurs nouvelles compétences, elles vont être obligées d'imaginer une nouvelle répartition, organisation territoriale. Question qui a été posée au Conseil constitutionnel qui s'est dérobée. Parce qu'au fond, là aussi, si on a des métropoles de statut différents, on aura des régions qui vont être pour certaines handicapées dans un premier temps par la fusion, alors que d'autres vont pouvoir continuer sur leur lancée. Quelques questions. On a une première salve de questions là. On s'arrête là et... Enfin, c'est pas des questions aussi, c'est des réflexions qu'on se pose tous. Hein. Moi, j'ai pas forcément de réponse. Sur le dernier point, le fait que les régions qui fusionnent, paradoxalement, effectivement, vont être handicapées par rapport à celles qui ne fusionnent pas. On peut dire que pour le coup, c'est un peu la fenêtre d'opportunité pour les grandes villes, pour les métropoles. De ce point de vue-là, en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, on peut dire que les deux grandes villes ont une longueur d'avance et peut-être qu'il faut en profiter, quoi. Alors, je ne sais pas trop comment, mais de fait, d'ailleurs, on voit bien comment ça se passe aujourd'hui. C'est que les villes elles-mêmes, enfin les intercos, ont vraiment entamé le dialogue, les conseils de développement se rencontrent, etc. Alors qu'à ma connaissance, les deux conseils régionaux sont dans une forme de blackout. Enfin, ce qui est quand même assez sidérant quand on pense que au 1er janvier, ils sont censés ne faire qu'un. Bon. Il me semble que, enfin, j'ai cru comprendre que dans certains cas, il y avait même quasiment interdiction de dialogue entre les fonctionnaires des deux régions. Donc, alors, sur le département, oui, tu as raison. J'ai un peu plaisanté en disant qu'il était insubmersible. En réalité, je pense quand même que son compte est réglé, quoi. À moyen terme. Alors Renzi, il a fait très fort en Italie. Hein. Il a transformé le mandat de conseiller général, enfin l'équivalent, en mandat bénévole. Il a supprimé, il a fait voter une loi pour supprimer les indemnités de conseillers. Voilà. Oui. Et donc c'est beaucoup moins attractif. Puis bon, et là, ils ont suspendu les élections aussi. Enfin bon. Alors, après, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur la question du périmètre des métropoles. Mais ça, c'est typique, je trouve, de la même manière qu'en 82, on a décentralisé à cartographie équivalente. Aujourd'hui, on n'a pas demandé aux grandes villes d'élargir leur périmètre métropolitain. C'est d'ailleurs tout à fait sidérant de voir que Lyon, par exemple, n'a pas intégré l'aéroport de Saint-Exupéry dans son périmètre. Alors, bon. Pour des raisons, on voit bien, de majorité, de gouvernement, etc., etc. Et personne n'a imposé ça. Mais ça, c'est la grande tradition. Touche pas. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on ne touche pas au périmètre, sauf à celui des régions. Mais pourquoi? Parce que les régions, c'est historiquement le maillon faible du dispositif territorial. C'est là où les élus, que les régionaux me pardonnent, mais que c'est là où les élus sont le moins bien élus, où la notoriété est plus faible, où la capacité d'action est plus faible, la légitimité est plus faible, etc. Donc on peut tailler plus facilement dans le périmètre des régions que dans le périmètre des intercos, où on a du répondant territorial, quoi, et politique. Alors, sur la question de l'hôtellerie-restauration, tu as absolument raison. Il y a une vraie difficulté, je trouve, à utiliser le terme tourisme. J'aurais pas dû l'utiliser parce qu'en fait, on parle aussi de tourisme de loisirs et tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires, tu as absolument raison, c'est une dimension de l'activité économique de l'industrie qui ne devrait pas être forcément considérée. Donc, on peut dire de ce point de vue-là, c'est une vraie fonction métropolitaine, quoi. C'est pas juste du loisir. Je suis complètement d'accord. Sur la question du développement économique et le rôle des régions,
moi, il me semble que, et ça serait intéressant d'avoir le témoignage de Montpellier à ce sujet. La question, enfin, c'est une question générale française, c'est qu'est-ce que c'est que le capitalisme local ? On est un pays dans lequel, finalement, il y a assez peu de capitalisme local, pour des raisons qu'on connaît bien, hein, où on a construit historiquement des champions nationaux, et pour beaucoup, les acteurs de la vie économique locale ne sont pas des patrons locaux, ce sont des salariés, directeurs d'établissements, de grands groupes, etc. Moi, il me semble que, et c'est peut-être ça qui est en train de se jouer quand on dit Montpellier Start-up, enfin j'en sais rien d'ailleurs, mais c'est est-ce que les politiques économiques locales, métropolitaines ou régionales, sont capables de travailler cette question du capitalisme local. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'innovation, ce n'est pas simplement le fait d'avoir une bonne idée, etc. C'est le fait qu'il y ait des gens qui aient de l'argent, qui investissent dans des activités et que ces gens-là soient d'une manière ou d'une autre attachés au territoire. Ce qui fait la force, je trouve, des villes italiennes encore aujourd'hui, et ce qui fait la force d'une partie de l'industrie allemande, c'est quand même bien cette forme de triangulation qu'il y a entre industrie, capitalisme local, ou quadrangulation, pardon, industrie, capitalisme local, université et banque, système bancaire. Moi, il me semble qu'au fond, c'est ça l'enjeu. C'est pas tellement le pilotage via les pôles de compétitivité, des trucs comme ça. Alors, ça peut être tout à fait utile, hein, mais je pense que c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est plutôt le terreau qui permet aux entrepreneurs d'éclore. Et pour partie, ce terreau, c'est quand même, il faut peut-être pas le dire, mais c'est quand même de l'ordre du capitalisme, et du capitalisme enraciné, avec un attachement territorial fort. Alors, bon, il ne s'agit pas d'aller jusqu'au système de la Ligue de Vénétie, où c'est carrément les petits patrons qui gouvernent le territoire. Bon, c'est peut-être pas non plus nécessaire de basculer complètement de l'autre côté du cheval, mais quand même, voilà. Et donc, c'est aussi cette idée que un des enjeux de l'évolution du gouvernement métropolitain, c'est d'être capable de fabriquer des coalitions. C'est-à-dire de reconnaître que l'institution politique n'a pas vocation à avoir le monopole de la décision et de l'action sur son territoire, mais qu'elle doit en permanence composer avec d'autres parties prenantes. Et bon, je parlais du capitalisme local, mais il n'y a pas que le capitalisme local, hein, on voit bien, c'est aussi... il y a un vrai enjeu de constitution d'un syndicalisme territorial, qui est très faible en France, hein, très très faible. Les organisations syndicales se posent la question depuis un siècle sur... voilà, comment est-ce qu'on fait fonctionner nos syndicats territoriaux, les unions départementales, les unions régionales, etc. Même la CGT aujourd'hui est en train de se dire que ça vaut le coup d'essayer de redonner du corps à une forme d'organisation territoriale du syndicalisme. Et puis, bon, on parlait tout à l'heure de démocratie participative. Bon, c'est aussi la société civile organisée, dont certains ici sont les représentants. Donc il me semble que la vraie politique économique, c'est ça. C'est au fond comment, j'agis sur cette question de l'investisseur local, l'investisseur territorial, et deux, en même temps, comment j'accepte de ne pas être le démiurge tout-puissant qui va gouverner le pôle de compétitivité truc, la technopole machin, etc., etc. Bon. Mais ça, c'est un pur point de vue personnel, quoi. Oui, bonsoir. Pour rebondir d'une part sur la question... Je suis là. La question, j'avais la même remarque par rapport à l'hôtellerie, parce qu'évidemment, je crois que quand on regarde en semaine la manière dont les hôtels 3 ou 4 étoiles au centre de Toulouse sont remplis, ils le sont majoritairement par des fournisseurs ou des clients de l'industrie. Et je vais encore plus loin sur votre phrase. Certes, il y a l'industrie aéronautique, mais il y a l'hôtellerie, les services à l'informatique et les services aux entreprises. C'est une question qu'on s'est posée à la CCIT de ce classement service. Parce qu'en fait, quand on regarde sur l'aire métropolitaine les services aux industries, eh ben, on s'aperçoit que 80% de ces sociétés de services, elles ont 80% de leur chiffre d'affaires qui dépendent de l'industrie aéronautique. Donc si on replace aussi bien, et
C'est un peu moins fort sur les systèmes, les services informatiques, mais ça l'est quand même. Donc si on reclasse services informatiques, services aux entreprises, plus l'hôtellerie toulousaine dans ce dont elle dépend, c'est-à-dire l'industrie, et bien votre phrase, elle deviendrait plus, certes, il y a l'aéronautique, mais il y a le tourisme, il y a les services, etc. Elle serait, il y a l'aéronautique. Alors on peut dire malheureusement ou heureusement. Et c'est vrai qu'on peut corréler vos chiffres. Quand on regarde ce que le grand constructeur livrait en 2008, c'était autour de 400 avions. Cette année, ça va être autour de 630. Si on regarde le petit constructeur ATR, en 2008, il n'était même pas à 30, je crois. Cette année, ils vont être autour de 100. On le retrouve là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on voit un petit point vert. Vous voyez, le long de l'autoroute A20, là, et ben c'est Figeac, c'est la vallée, la mécanique vallée. Et prenons l'exemple de Jean-Claude Maillard, quand on parle de capitalisme familial. Il y a un certain nombre de Jean-Claude Maillard, c'est le patron de Figeac Aéro. Il a commencé il y a 20 ans, tout seul, dans son garage, à Figeac. C'est 800 emplois aujourd'hui. Donc on les retrouve là, avec un rêve de dépasser Ratier-Figeac qui est à côté, parce qu'il était ingénieur quand il était jeune de Ratier-Figeac. Donc 800 emplois en 20 ans, à partir de rien, sur un territoire comme le Lot. C'est au-dessus, c'est la vallée de Brive. C'est la mécanique vallée. Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'on appelle la mécanique vallée. Je la fais descendre jusqu'à Figeac, mais c'est voilà. Voilà. Donc Jean-Claude Maillard, il illustre assez bien ce capitalisme familial, mais aussi dépendant, aussi créé à partir de l'aéronautique, puisque Maillard, il a 80% de son chiffre d'affaires qui est sur Airbus. Après, il a aussi du Bombardier et du Boeing. On le retrouve chez la famille Aschini à Marmande, qui vient de s'allier avec la famille Poux de Rodez, etc. Et je pense que là, la région, elle a un vrai rôle. Parce que la différence par rapport à l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas cette tradition de transmission dans le temps. En Allemagne, on retrouve des industries qui ont 150 ans, quasiment 200 ans, ce qu'on trouve très peu en France. Et je crois que c'est vraiment un rôle que la région pourrait avoir d'accompagner la transmission dans le sens le plus large d'un terreau maintenant qui est là, quoi, qui existe, et sur lequel il faut capitaliser. Merci de cette présentation pour un nouvel enraciné au soleil occitan. C'est très intéressant. J'aimais bien votre conclusion parce que j'ai bien choisi la région. Il y fait chaud. Et votre conclusion bisounours est merveilleuse. Il y a deux métropoles, elles vont s'accorder, tout va bien se passer. Et puis tout d'un coup, vous avez ouvert, vous avez regardé au-delà de la chaleur de cette belle Occitanie ou de cette Languedoc. Et vous avez regardé au-delà des frontières et vous avez vu qu'il y avait de la compétition réelle. Et je dirais, il y a un reporter radiophonique qui disait avant, et Dieu dans tout ça, et l'Europe dans tout cela, où est-elle? Et pas pour vendre de la soupe habituelle, mais la concurrence va être dure et réelle, parce que ces régions, on le voit bien à Bruxelles dans la cartographie, vous pourriez ajouter une carte de la représentation des régions françaises par rapport aux régions européennes à Bruxelles. C'est illuminant, je veux dire, l'absence, sauf d'un monsieur dont vous avez parlé tout à l'heure, qui paraît-il est enterré en Midi-Pyrénées, j'ai entendu, mais lui, il a eu une présence réelle, mais le reste des régions françaises étaient absentes. Bon. Alors, est-ce qu'un jour, ces régions françaises vont se coltiner avec le capitalisme, le syndicalisme local dont vous avez parlé, avec les autres régions à l'extérieur, et non pas simplement se regarder le nombril entre deux métropoles qui sont bien et qui sont agréables à vivre. Oui, bonsoir, Alain Rivière, Kolev-Sikoval. Alors le Sikoval, c'est un petit morceau au sud-est toulousain, vous connaissez, d'accord. Donc alors, justement, est-ce que le développement, est-ce que la bipolarité Toulouse-Montpellier peut favoriser un développement le long de l'axe qui relie ces deux agglomérations? Si oui, comment? Et puis d'autre part, comment on est à la veille de la COP21, changement climatique, relèvement du niveau de la mer, quel impact sur Languedoc-Roussillon?
Est-ce que Toulouse va être capable d'accueillir les réfugiés climatiques du... Alors, d'abord sur la question des services, oui, vous avez absolument raison. En fait, j'aurais pas dû utiliser ce terme-là. Ça fait à peu près 40 ans que les analystes contestent tous la distinction service-industrie. Il y a un très bon papier de Pierre Weltz dans le dernier Futurible qui parle de monde hyper-industriel et dans lequel, effectivement, il dit que tout ce qui est service entreprise ou même hôtellerie, etc., c'est un modèle industriel en réalité. Après, moi, ce que j'avais cru comprendre, mais je ne connais pas bien l'économie toulousaine, moi, ce que j'avais cru comprendre quand même, c'est que toutes ces activités qui étaient historiquement fortement liées à l'aéronautique avaient quand même connu un début d'émancipation, en tout cas de diversification de leur carnet de commandes et de leurs clients. Voilà. Et que, du coup, évidemment, l'aéronautique pèse d'un poids considérable dans l'industrie locale, mais que ça avait donné naissance, disons, à des activités qui étaient en passe peut-être de conquérir une espèce d'autonomie, ou en tout cas de ne pas être si dépendant que ça des donneurs d'ordre. Mais ça, vous préciserez, vous connaissez ça mieux que moi. L'autre truc quand même, c'est que le premier employeur industriel de Midi-Pyrénées, si je ne me trompe pas, c'est l'agroalimentaire, il me semble. Hein. Bon, qui là pour le coup est pas lié. Bon, on est sur des valeurs ajoutées sans doute qui sont pas les mêmes, hein, et des niveaux d'investissement qui sont pas les mêmes, encore que bon. Donc Toulouse c'est peut-être l'aéronautique, mais Midi-Pyrénées c'est pas que ça, quoi. Je pense. Alors sur le capitalisme local, voilà, moi je suis complètement d'accord avec vous, et c'est vrai que ce qui est très intéressant quand vous pointez les points verts là, c'est ce que dit aussi cette carte. C'est qu'en fait, tout le développement ne se résout pas dans les métropoles. C'est ça qui est dit aussi. Et qu'il existe des territoires et des capacités de production et de production de valeur ajoutée, et y compris de production pointue, qui sont non métropolitains. Ce qui est d'ailleurs le cas, encore une fois, quand on parle de l'Italie et de l'Allemagne, d'une certaine manière, l'Italie et l'Allemagne, c'est de la production industrielle enfin, beaucoup moins métropolitaine que... Bon, d'ailleurs, je pense que on en parlait tout à l'heure, enfin, Stuttgart ou Munich ne s'appellent pas métropole. Enfin, quand il n'y a pas d'auto-présentation comme étant une métropole. Je pense que le terme métropole, l'abus du terme métropole est un peu une maladie française. D'ailleurs, enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faudrait peut-être arrêter de parler de métropole et parler de grande ville. Peut-être que ça simplifierait un peu les choses. Avec une internationalisation d'un certain nombre de fonctions de ces grandes villes, mais enfin, moi je ne dirais pas que Toulouse ou Montpellier sont des villes internationales. Je dirais que ce sont des villes qui sont internationalisées sur un certain nombre de leurs fonctions, qui attirent des gens de l'extérieur. Mais pour moi, ce n'est pas des villes internationales. Paris est une ville internationale, ou Londres, mais Montpellier et Toulouse sont des villes qui ont des relations internationales. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, tout à fait la même chose. Mais enfin, tu me démentiras. Enfin, si tu me démentiras. Bon. Alors, s'agissant de l'Europe, c'est ce que j'ai dit au début. Pourquoi est-ce qu'on est dans un monde de bisounours? Parce que, tout simplement, on dit région française et on dit région italienne ou région allemande, etc. Mais ça n'a rien à voir. Les régions françaises sont, aujourd'hui encore, quelle que soit la taille de leur territoire, ce sont de petites collectivités locales qui n'ont rien à voir avec un land allemand ou même une région italienne ou une région espagnole. Et donc d'une certaine manière, effectivement, les régions sont un peu quand même condamnées à faire, je dirais, dans le bisounours. Parce que ce sont encore, de par leur budget et de leurs compétences, c'est quand même des collectivités locales qui n'ont pas les moyens véritablement d'être des compétiteurs. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Même Rhône-Alpes ou même l'Île-de-France, en tant que territoire, l'institution régionale ne pèse pas. En revanche, les métropoles, oui.
Les grandes villes, oui. Les grandes villes, là, elles sont dans des dimensions où on peut commencer à faire des comparaisons avec les autres systèmes de gouvernance européens. Lyon est une ville qui joue dans la cour européenne. Toulouse est une ville qui joue dans la cour européenne. Montpellier est une ville qui joue dans la cour européenne. Donc il me semble que la vraie compétition, elle n'est pas entre régions. Elle est entre grandes villes. Et alors là, de ce point de vue-là, je trouve que c'est plus intéressant parce que les grandes villes, en France, elles commencent à avoir les moyens de leur politique et de leur compétitivité. Autrement, vous avez absolument raison. Bon, mais en même temps, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand on parle d'un land allemand, en fait, c'est un État, un land allemand. Donc le land allemand, il a une politique, une capacité diplomatique, par exemple. Et donc si le Bade-Wurtemberg a une représentation permanente à Bruxelles de 50 personnes, c'est aussi parce que le Bade-Wurtemberg a une compétence diplomatique du fait de la constitution allemande et évidemment la capacité financière de le faire. En France, quand vous voulez faire un accord entre Hendaye et Fontarabie, il faut un traité international entre le Royaume d'Espagne et la République française. Donc je pense que ces questions juridiques sont quand même pas, et institutionnelles sont quand même pas négligeables. Les régions françaises, il n'y a pas l'équivalent en fait des régions françaises en Europe. Toutes les autres régions ont acquis d'une manière ou d'une autre une forme de puissance de type régalien ou d'État fédéral, quoi, si vous voulez. Il n'y a qu'en France que ça s'appelle des régions, mais ce n'est pas des régions, quoi. Jusqu'à présent, c'était des gros départements. Maintenant, ça va être peut-être autre chose. Bon, des départements dilatés. Bon. Il y avait une question sur la COP21 et l'environnement. Sur le climat, le changement climatique. Ah. Les potentialités d'énergie renouvelable. Là, il y en a qui sont en train de jouer la symphonie des adieux. Alors, non, franchement, je pense qu'il vaut mieux laisser la parole aux gens du Languedoc-Roussillon qui connaissent cette question beaucoup mieux que moi. Celle des réfugiés climatiques du Languedoc-Roussillon. Oui. Je vais faire un petit commentaire là-dessus, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la climatologie. Je constate, en tant qu'habitant, qu'effectivement, la mer gagne du terrain depuis très longtemps, et de façon relativement irréversible. Donc il y a même des ouvrages qui sont aménagés tout au long du littoral, des épis, etc., pour limiter cette agression possible de la mer. Donc, le commentaire que je vais faire deux petits commentaires rapides. Montpellier, la métropole, est quand même à 6 km de la mer, donc ça lui permet d'attendre quelques décennies avant d'être submergé, si je puis dire. Bon, mais ça, c'est un mauvais argument. Le deuxième, c'est que le littoral, c'est une autre agglomération. C'est pas celle de la métropole de Montpellier. Donc ça, c'est un autre argument. Et puis le dernier, je dirais qu'à Montpellier, on craint plus l'eau quand elle vient des Cévennes. Et les phénomènes cévenols nous font beaucoup plus de mal pour l'instant que la mer. Mais on se prépare et on se méfie quand même. Moi, j'ai deux questions. La première, bon, évidemment, on était sur le territoire de la future grande région, donc on était du coup focalisé sur la bipolarité de cette grande région. Il n'empêche que chacune de ces métropoles ou de ces grandes villes, donc Toulouse comme Montpellier, avait des relations privilégiées avec d'autres villes ou était en relation avec d'autres grandes villes. Et évidemment, puisqu'on est à Toulouse, se pose aussi la question du rapport Toulouse-Bordeaux. D'autant que la LGV, je ne sais pas si elle se fera, mais en tout cas la décision a été prise qu'elle était considérée comme prioritaire, qu'on va être dans une situation où Toulouse, à terme, peut être géographiquement et en temps plus proche de Bordeaux, avec aussi des intérêts économiques communs. Donc
j'aimerais bien que tu reviennes aussi sur ça, c'est-à-dire comment, dans le cadre de la future grande région, Toulouse qui est aussi projetée dans l'espace méditerranéen, on a beaucoup dit aussi que Toulouse allait devenir de fait une ville méditerranéenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour Toulouse? Quels sont les enjeux que représente cette projection éventuelle dans cet espace-là? Et d'autre part, qu'en est-il et quelle vision tu as de la manière dont, néanmoins, se poursuivra, se renforcera ou se renforceront les liens avec Bordeaux? Alors, j'ai un peu tendance à dire joker sur la première partie, c'est-à-dire en quoi le fait d'être dans une région qui a une façade maritime change quelque chose pour une ville qui était plutôt très continentale. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une projection possible? Moi, je suis dubitatif quand même. Hein. Parce que déjà, quand on regarde le Languedoc-Roussillon, moi je trouve qu'il y a une vraie difficulté du Languedoc-Roussillon à se projeter dans une aventure maritime. Quoi qu'on en dise, même si le port de Sète, s'il y a un certain nombre de ports, etc. Je dirais que le Languedoc-Roussillon, mais vous l'avez dit, c'est plutôt une aventure littorale qu'une aventure maritime, me semble-t-il. Et donc, du coup, je crois que les relations commerciales, l'exploitation de la mer du côté méditerranéen en France, là pour le coup il est plutôt du côté PACA, me semble-t-il, aussi bien en termes portuaires qu'en termes d'exploitation du domaine maritime, etc., que du côté de Languedoc-Roussillon. Et je crois que là, les cartes sont déjà pas mal distribuées. Je lisais il n'y a pas très longtemps, ça m'arrive de temps en temps quand je m'ennuie, un rapport de la Lloyds sur l'offre portuaire en Méditerranée, qui disait que déjà, en fait, on était en situation pléthorique par rapport à la réalité du trafic existant. Donc, sauf à preuve du contraire, moi je ne vois pas très bien ce que ça peut donner, cette question de la projection maritime. Même si on peut se dire, c'est magnifique, Midi-Pyrénées gagne la Méditerranée et Languedoc-Roussillon gagne les Pyrénées, quoi, si je peux dire. Mais c'est un peu une fausse fenêtre, pour moi c'est un peu une fausse fenêtre géographique. Bon, mais à voir, à discuter. Alors en revanche, avec Bordeaux, mais il n'y a pas que Bordeaux. Enfin, moi j'aurais tendance à dire, c'est un peu idiot, mais c'est pas parce qu'on se marie qu'on s'interdit toute liaison. Ouais. Et non, mais parce que, pardon. C'est ça. Je vois bien. Oui, parce que là, quand on regarde les deux villes, la vraie relation forte et privilégiée de ces deux villes, c'est pas à Marseille d'un côté ou à Bordeaux de l'autre, c'est à Paris. Ce sont deux villes qui, comme toutes les grandes villes de France, sont extrêmement liées à Paris en termes d'échanges d'étudiants. Les hôtels et la navette Paris-Toulouse, beaucoup plus qu'avec Bordeaux ou avec Marseille. Avec Bordeaux et Marseille, quand on regarde même les échanges d'étudiants, Montpellier-Marseille, c'est pas terrible, les échanges d'étudiants, même si Montpellier, je pense, est quand même importateur net d'étudiants de PACA, si je peux dire. Bon. Mais c'est quand même des échanges qui sont très très faibles par rapport à ce qu'on constate en Nord-Sud. Donc ça, c'est des relations qui vont perdurer. Et puis alors, plus largement, moi je pense que je pensais à d'autres situations que Toulouse. Alors c'est vrai qu'on est à Toulouse, mais je pensais à Tarbes.
Tarbes, c'est clair que qu'ils soient dans la grande région ou pas dans la grande région, ça, ils s'en fichent complètement. Leur enjeu, c'est comment ils continuent de construire leur système à Dour, avec Pau, etc., etc. Et de l'autre côté, les camarades... alors je sais bien que Nîmes, Alès sont regroupés depuis un certain temps, puis il y a des rapprochements, je pense, avec Montpellier qui sont en cours. Mais il y a quand même la question d'Avignon, du Grand Avignon, et de la façon dont on dit... Le Grand Avignon est déjà une communauté birégionale, hein, ils sont à cheval sur les deux départements. Donc moi je pense que si construire une grande région, ça signifie fermer les périmètres, c'est totalement absurde. De ce point de vue-là, heureusement que les régions sont faibles, si je peux dire, parce qu'elles n'ont pas la capacité, en réalité, d'imposer des monopoles directionnels de relations. Et de toute façon, je ne vois ni Montpellier ni Toulouse couper le cordon à Paris. Donc, en réalité, il faut voir ce mariage plutôt comme, oui, une invitation, pardon, enfin je le redis, à multiplier les liaisons. Je voudrais juste faire état d'un regret. Tu n'as absolument pas parlé des éventuelles différences de culture ou de tradition politique, de même que des comportements électoraux. Est-ce qu'à ton sens, ça n'a pas lieu d'être dans le débat de ce soir? Double joker, là, non non, mais attends, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour... moi, parce qu'en plus, moi, je vis pas ici, donc... non, moi, ce qui me frappe dans les deux cas, quand même, je trouve qu'il y a quand même une proximité qui m'interroge. C'est que ce sont deux territoires dans lesquels il y a un brassage de population absolument incroyable. J'avais une carte là que je n'ai pas projetée, mais donc à Montpellier, il y a moins de 50% de la population qui habite aujourd'hui à Montpellier qui y est effectivement née. Et à Toulouse, c'est moins de 60%, c'est moins de 40% de la population qui habite aujourd'hui à Toulouse qui est effectivement née. Donc ce sont des villes qui sont tout sauf identitaires d'une certaine manière, qui sont en fait des lieux, alors peut-être pas internationaux, mais complètement cosmopolites, brassés, etc., etc. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que ce brassage, finalement, pour l'instant, a assez peu d'impact sur le renouvellement des classes politiques locales, quoi. Alors ça commence peut-être, hein, c'est en train de se faire. Mais je trouve que c'est intéressant à étudier. C'est un peu comme l'eau des glaciers filtrée à travers les Alpes. Là. Enfin, je sais pas, mais le temps qu'un nouvel habitant de Toulouse ou de Montpellier passe par toutes les étapes du système de sélection à l'intérieur des partis politiques, etc., pour qu'au bout du compte, il y ait une petite goutte qui sorte, qui vienne renouveler le personnel politique local, il y a à peu près 20 ans. Moi, je dirais. Il y a 20 ans de boulot, quoi. Bon. Et ça, je trouve que c'est tout à fait... Et de ce point de vue-là, les deux villes, je trouve, sont assez comparables, hein, vu de l'extérieur. Hein. Bon, alors, il y a peut-être un renouvellement qui est en cours, mais je trouve qu'il y a surtout une grande stabilité. Alors après, j'imagine que tu parlais du rapport au charisme personnel de certains élus ou d'autres. Bon, ça, je suis pas politiste vraiment, hein, moi, donc j'ai peu de insight, comme on dit, sur le fonctionnement réel du système politique local. Mais peut-être, enfin non, toi tu as un devoir de réserve en tant que présidente du Conseil de développement. Mais peut-être que d'autres peuvent... Non, je trouve que c'est une bonne question, mais je sais pas, à Montpellier, les mœurs politiques. D'accord. Je pense qu'on... Je pense que... D'accord. Marc, tu as compris, tu vas boire un pot tout à l'heure avec... Moi, je voudrais revenir sur la question quand même Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Si tu peux faire voilà. Quand on regarde la carte qui est là, quand même très très intéressant. Bon, il y a le système Nantes et puis on voit bien là, hein, sur la Bretagne, Pays de Loire, etc. Là-haut, il y a plein de petites villes vertes là-haut, non, là-bas. Voilà. Quand on regarde en bas, on a voilà Bordeaux, Toulouse, Montpellier.
Bordeaux-Toulouse, là on se projette à échéance d'une vingtaine d'années. On peut imaginer que, bon, liaison rapide, on ne sait pas comment, mais enfin une grande proximité. De fait, dans la future grande région, Toulouse et Montpellier sont appelés à travailler ensemble. Quand on regarde la carte de France à 25 ans, dans un système où on peut imaginer là qu'il y a une espèce de triangulation vertueuse entre ces trois villes, dans le contexte que tu as indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire un apport démographique conséquent, c'est-à-dire une partie de la croissance démographique se fera là. Enfin, ça invite aussi à se reposer la question alors, de la polarisation et de la centralité à l'échelle du territoire français. Parce que quand même, tu dis, tu me réponds, elles ne sont pas méditerranéennes et de toute manière, les liens entre elles sont plutôt faibles actuellement parce que le lien principal est à Paris-Île-de-France. C'est vrai encore aujourd'hui. À 20 ou 25 ans, dans un système qui s'est quand même progressivement décentralisé, déconcentré, et où une partie du développement démographique se fait là dans des villes qui ont aujourd'hui des capacités de développement indéniables, on peut dire à 25 ans, poussons jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe entre ces trois villes ? Elles tiennent aussi une partie du développement. Alors après, il y a le système rhône-alpin qu'on voit bien, Lyon, et puis il y a l'autre système PACA qu'on voit également. Mais quand même, quand on regarde la carte là, dans le contexte que tu as dit, on peut avoir... Oui, alors non, mais tu as absolument raison. Ce qu'on peut dire, ce qui est quand même, je disais que la relation à Paris est extrêmement puissante encore, mais ce qu'on peut dire, c'est que donc historiquement, il y a un géographe qui s'appelle Pierre Bécouche qui a décrit le système économique français en appelant ça France Incorporated, c'est-à-dire un système économique extrêmement intégré, gouverné du centre avec des grands groupes, enfin ce qu'on décrivait tout à l'heure. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est une forme d'autonomisation progressive des systèmes, des économies territoriales. En tout cas, les grandes villes, effectivement, sont en train de s'émanciper d'une forme de tutelle, en tout cas de dépendance à l'organisation nationale. Alors, pourquoi est-ce qu'elles s'émancipent ? En fait, c'est aussi parce que les champions nationaux français se sont émancipés du territoire français. Et sont partis à la conquête du monde et d'une certaine manière ont laissé pas mal de territoires orphelins. Alors ce qui n'est pas le cas pour Airbus évidemment pour l'instant. Et donc en fait c'est vrai que derrière cette carte-là on peut lire aussi une forme de montée en puissance des économies territoriales, des systèmes économiques territoriaux qui à 20 ans, je suis d'accord, peut contribuer à une transformation profonde de la figure de l'Hexagone. Ça je suis complètement d'accord. L'autre chose qui est quand même très intéressante, évidemment, c'est ça. C'est par rapport à ce qu'on a appris dans le Tour de France de 2 enfants ou Vidal-Lablache, c'est l'inversion complète de la ligne Le Havre-Genève, qui a fait les beaux jours. Je crois que c'est Roncagliolo qui a fait un papier là-dessus, sur la persistance de cette ligne-là, avec une inversion totale des valeurs par rapport à ce qu'on considérait comme historiquement la France qui produit et la France qui est plutôt peuplée de juristes et de fonctionnaires. Donc oui, moi je vais complètement dans ton sens. Pour ajouter un élément, alors j'aurais pu montrer une carte, c'est Nadine Catan qui a fait cette carte-là, qui montre effectivement que, bien sûr, la relation à Paris reste dominante dans chacune des grandes villes, mais qu'il y a une forme, alors, qui est plus complexe que ce que tu décris, c'est-à-dire que ce n'est pas une triangulation comme ça, c'est un système qui inclut Lyon, dans lequel Lyon joue un rôle de plus en plus important dans les échanges bilatéraux avec les métropoles. Et en réalité, à mon avis, c'est plutôt comme ça qu'il faut regarder l'avenir du système urbain, en tout cas du sud de la France. Parce que moi, je suis surpris de voir que entre Lyon, Montpellier, Lyon est en train d'assumer à cette échelle-là une fonction de plaque distributrice, aussi bien en termes de capitaux, d'actifs, d'étudiants, etc., dans les deux sens, qui est une forme de relais de la centralité parisienne qui est moins puissante aujourd'hui.
Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut regarder, hein, effectivement. Oui, bonsoir. Juste une petite remarque et une question. La remarque concerne l'intervention que vous avez faite sur les ports. Effectivement, je valide tout à fait ce que vous avez dit sur la pléthore de ports qui existent et le fait que les grands flux mondiaux de marchandises aujourd'hui se concentrent plutôt sur quelques grands ports de par la volonté des opérateurs et de par l'économie en elle-même. En revanche, quand on rentre dans le détail des filières qui sont aujourd'hui traitées par les deux ports principaux, Languedoc-Roussillon, donc Port La Nouvelle et le port de Sète, on se rend compte qu'il y a quand même des filières qui sont des débouchés naturels aujourd'hui des productions de Midi-Pyrénées, que sont les céréales par exemple, ou également des marchés de niche sur lesquels le port de Sète est en train de se développer, que ce soit l'éolien ou que ce soit voilà, des marchandises un peu plus diversifiées. Et quand on rentre dans ce détail-là, la question portuaire n'est pas si anodine que ça dans la perspective de la fusion. Et je pense que de ce point de vue-là, les politiques publiques qui seront mises en œuvre dans les années à venir pourront, de façon assez significative, influencer positivement ou moins positivement le rôle de ces ports dans l'Interland que représentera cette nouvelle grande région. Et donc la question à suivre concerne plutôt la partie de nos voisins espagnols. Donc dans le cadre de cette grande région qui est en train de se mettre en place, comment voyez-vous un changement des rapports potentiels entre la Catalogne voisine, voire l'Aragon, et cette grande région, que ce soit bon, au plan politique, on va peut-être laisser un peu de côté, mais en tous les cas, au moins au plan économique, par exemple. Robert. Non, en tout cas, alors je redis, enfin, bon, je souscris complètement à votre remarque sur les ports, hein, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est une remarque qu'on pourrait d'ailleurs généraliser pour bien regarder les synergies qui peuvent se développer entre Toulouse et Montpellier. Il faut entrer dans le détail. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. En revanche, donc, s'agissant du rapport à l'Espagne, moi, je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un rapport qui ne se joue pas à l'échelle des régions, parce que la grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, elle n'a pas plus de pouvoir et de légitimité que n'avaient les deux régions précédemment face à une Catalogne qui est un quasi-État. Donc le dialogue, à mon avis, il ne peut pas se nouer de région à région. Enfin, moi, j'ai vu ça dans d'autres circonstances. J'ai travaillé entre la région Nord-Pas-de-Calais et la Wallonie. Bon, les Wallons, ils sont aimables avec leurs voisins. Ils veulent bien venir rencontrer de temps en temps le président de la région Nord-Pas-de-Calais. Mais le vrai interlocuteur, pour eux, c'est les ministres, c'est l'État, c'est le gouvernement central. Parce qu'ils se considèrent comme un État. Donc les relations, à mon avis, diplomatiques de région à région, j'y crois pas trop. Déjà, il y a une euro-région, bon, je ne sais pas si elle fonctionne vraiment. En revanche, les villes, oui, moi je pense là, les villes, oui. Il y a peut-être, alors je ne sais pas trop comment, mais il y a peut-être une carte à jouer conjointe. Parce que jusqu'à présent, Montpellier et Toulouse ont un peu joué leur rapport en solitaire vis-à-vis de Barcelone. Il y a peut-être des choses à travailler sur un rapport plus triangulaire, justement, Toulouse, Barcelone, Montpellier. Mais bon, il faut voir après Barcelone. Moi, je ne connais pas très bien Barcelone. C'est quand même une très grande ville. Oui. C'était pas la peine de m'inviter pour apprendre ça. Oui. D'accord. Eh bien, je conclus. Merci. Bon, juste vous dire, bon, merci d'être resté jusqu'à la fin. Bon, le débat est évidemment pas achevé. On le poursuivra à d'autres occasions et donc à très bientôt. Et donc, de la part des deux CODEV, sachez que nous continuons à travailler ensemble, que pour ce qui est du CODEV toulousain, nous travaillons avec nos deux CODEV voisins, c'est-à-dire le CODEV du Muretin
et le CODEF du SICOVAL, puisque le périmètre de la métropole instituée n'est pas le périmètre de la métropole réelle, effectivement. Et donc, voilà, à bientôt pour vous rendre compte aussi de ces réflexions-là. Merci.